Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, il se recoiffe, il se fait beau, c'est Ludovic Subran, je vous ai vu. Hop, on se recoiffe. C'est la petite mèche, c'est la petite mèche. Rebelle. Exactement. Chef économiste chez Euler Hermès, merci d'être là avec nous. Merci. Alors, il faut toujours rappeler à ses invités les propos qu'ils ont tenus dans le passé. Oui. Et il se trouve que vous étiez là 2 fois par an à peu près. Ouais. C'était donc en juin. Ouais. Le 9 juin, vous nous disiez, je pense que l'embellie économique ne va pas durer. Ouais. Vous vous rappelez, hein? Oui. Attends, on repasse la bande, attention, c'est parti. Non. Bon, Ouais. est-ce que 6 mois après, est-ce que vous êtes toujours réservé sur la croissance mondiale alors Oui. que le FMI nous dit que ça va accélérer légèrement, un Ouais. dixième de plus, mais que ça va accélérer en 2018? Oui, je pense que on dit toujours la même chose, c'est-dire que c'est Bah, on bizarre dit la même qu'on chose soit- en même temps, j'ai vu, c'est le nouveau rapport qui ça vient de sortir, Game of Trade. Ouais. Allez, Ouais, clin pas d'œil, mal, un pas petit mal. clin d'œil. Il y a écrit Growth is coming. Ouais, bien sûr, mais on est en fin de cycle, donc c'est normal. Il y a 1 an supplémentaire de croissance aux États-Unis, 2 ans en zone euro, et la Chine est déjà en train de décélérer. Donc on a encore, je pense que 2018 est bonne, mais 2019, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de décélération aux États-Unis. Et d'ailleurs, aux États-Unis, le vrai problème, ça va être le package de relance budgétaire, sa taille. Fiscal. Oui, budgétaire, parce qu'en fait, au final, Oui, il final. dépense aussi. Hein, donc, mais c'est vrai que les 1,5 milliards de dollars promis dans le premier jet de la loi, on verra ce qui va en rester. Mais c'est ce qui est en train de tenir, de faire durer le cycle américain. Ça, plus une banque centrale américaine, une Fed qui reste très accommodante, on a des conditions monétaires et financières qu'on n'a jamais vues. On a un dollar très peu cher, des taux très peu Et chers. donc, pourquoi et est-ce que la croissance ne resterait pas encore une fois à 2,5-3% aux mais États-Unis elle sur peut. 2018 L'année et même prochaine, elle 2019? sera l'année prochaine avec si on met la moitié de ce que le président a proposé aux États-Unis, on sera à 2,5. Mais 2,5, c'est très proche de la croissance potentielle américaine, donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, on va passer en zone où il va y avoir une décélération. Je pense que ce que je voulais dire la dernière fois et qu'il faut vraiment qu'on ait en tête, c'est qu'on est revenu sur des cycles comme on avait 94, 2000, c'est-à-dire on a des cycles dits de Samuelson, et donc il y a une accélération de croissance, et au bout d'un moment, on commence à devoir augmenter les taux un peu plus vite, et donc on a de nouveau une décélération parce qu'on veut calmer le canal du crédit, et puis après, si vous voulez, Donc l'Amérique est en fin de cycle. l'Amérique a parce que encore 1 an. Il y a encore un gros débat là-dessus. L'Amérique a 1 an. Quand on Non, parle d'ailleurs parce que aux ce qui est- investisseurs américains, ils sont bullish à fond. Ils pensent qu'à l'infini, il y aura 3% de croissance aux États-Unis. Hein. Le truc qui est vrai, c'est que pour une fin de cycle, la question de la reflation est très problématique parce qu'on en voit un Le retour de petit l'inflation. bout, c'est ça. Et on en voit un très petit bout Tout par petit. rapport à ce qu'on devrait voir si on était vraiment sur une fin de On cycle. est hors inflation, je crois, 1,3% en septembre, hors énergie, pardon, C'est ça. hors énergie. Et 1,3% d'inflation, pardon, mais pour une fin de cycle économique, Ouais. c'est quand même bizarre. D'ailleurs, même Janet Yellen a du mal à comprendre. Oui, et je pense que c'est parce qu'il y a une partie qu'on n'explique pas, et qui est ce qu'on voit par exemple sur les valorisations du marché américain. Je pense qu'il y a une renaissance économique, il y a quelque chose qui se passe sur les valorisations par exemple des entreprises qui sont listées sur les marchés américains. Il y a, quand on regarde les données de l'emploi par exemple américaines en détail, on se rend compte qu'il y a une vraie destruction d'emplois dans le secteur de la distribution, le retail. On voit des grosses faillites d'ailleurs dans ce secteur-là, et qu'à côté on voit une recrudescence des emplois dans le secteur des services, et notamment on voit des gens qui passent de non employés, c'est-à-dire assez loin du marché du travail, ils ne cherchaient même pas, à l'emploi pour des salaires très bas. Et donc je pense qu'on a vraiment un changement, c'est-à-dire cette nouvelle économie de la consommation très tertiarisée est en train de vraiment changer aussi la tête de la fin de cycle. Parce que je pense qu'en gros, le digital est déflationniste et que par conséquence, on ne voit pas autant de reflation qu'on devrait voir alors qu'on est proche du plein emploi aux États-Unis, mais aussi en Allemagne, etc. Donc le message, il est de dire 2018, ça devrait être encore une bonne année. On ne va certainement pas voir des chiffres incroyables. Pour les États-Unis, 2,5, ce n'est pas beaucoup. Pour la zone euro, si on voit 2,2, 2,3, ce n'est pas non plus beaucoup. Bien sûr que c'est un peu mieux. Nous, pour la France, on a 1,9 l'année prochaine. Mais par exemple, quand vous regardez la consommation en France, elle est très décevante cette année. Et ce qui tire vraiment le retour de la croissance, c'est la construction et l'investissement résidentiel des ménages, c'est la même chose. Et donc, c'est vraiment les conditions monétaires et financières qui vont mieux. Et le fait que Ils sont là pour durer a priori. Hein. Quand on écoute Mario Draghi, Oui. Pas de hausse de taux avant fin 2019. Hein, Nous, on dit ça depuis le début. En revanche, je pense qu'on sent quand même que les 3 grandes banques centrales sont plutôt en train d'essayer d'éviter
cette drogue de marché qui est l'hyperliquidité. Parce qu'un sujet dont on parle très peu sur les conditions monétaires et financières, c'est celui de la vélocité de la monnaie. C'est-à-dire c'est pas tant la liquidité qui est disponible, mais c'est combien de cette monnaie circule dans l'économie réelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les gros émergents, votre invité précédent en parlait, on a quand même une surchauffe. On a une cocotte minute en Turquie, on a du carry trade, donc c'est cet investissement un petit peu mécanique en Russie. Et en fait, on ne voit pas vraiment de raison pour garder un cycle de crédit aussi alléchant pendant des années. En Asie du Sud-Est, par exemple, le cycle de crédit, moi, m'inquiète. Je trouve qu'on a des ménages qui s'endettent beaucoup, on a des entreprises qui s'endettent beaucoup, et elles s'endettent dans des monnaies qui sont notamment le dollar, et pour lesquelles leur monnaie locale se déprécie. Donc il faut faire attention. Il y a pas de, moi, je ne vois pas de risque. Et surtout, je pense qu'on est très intolérant au risque, et donc on se rappelle de la crise de 2009. On parlait, votre futur invité en était en train d'en parler. Il y a une méconnaissance, à mon avis, des outils de politique publique. Tout le monde se dit on est à la fin des outils de politique publique, on ne sait plus quoi faire. S'il y a un pet, on ne saura pas quoi faire. C'est pas très vrai. C'est pas très vrai. Les taux sont déjà à zéro. Oui, les mais déficits c'est pas les taux publics qui n'ont comptent. jamais été aussi élevés. Oui, mais c'est pas les déficits qui comptent. C'est exactement le problème. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui disent les taux sont déjà très bas, donc si on a un problème, on ne saura pas faire. C'est pas grave parce qu'on a un matelas de liquidité énorme. C'est pas très grave parce qu'on a. Quand vous avez créé 7% de liquidité par an depuis 5 ans, alors que vous aviez moins de 3% de croissance, et que vous avez accepté que les banques centrales pouvaient avoir des passifs plus grands que leurs actifs et que ça vous posait moins de problèmes, ça veut dire que c'est plus les taux qui comptent. Le signal des taux compte plus. On est revenu à de la politique monétaire quantitative. C'est Fischer qui est de retour. C'est les monétaristes qui sont de retour. Pourtant, ce qu'a dit Bonacure récemment, c'est qu'il fallait arrêter le quantitative easing, parce qu'on butait sur des contraintes de papier. Le stock. Enfin, vous imaginez le bilan de la Banque centrale américaine, le bilan de la Banque centrale européenne, japonaise, anglaise. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe en cas de prochaine crise? En cas de prochaine crise, quels sont les outils de politique économique, le budgétaire, le monétaire qu'on peut activer? En cas de prochaine crise, on est au bout du rouleau quand même là, non? Non, parce qu'en cas de prochaine crise, les banques sont beaucoup plus saines qu'elles étaient lors de la dernière crise, et donc le cycle financier ne viendra pas amplifier le retournement du cycle d'activité réelle. Et donc on est en train de, encore une fois, on projette des trucs qui sont très exceptionnels et qui datent de. En fait, on réplique le passé. Et bien sûr, pareil sur la politique budgétaire. Bien sûr, on a des dettes sur PIB très élevées. Je voyais hier le commissaire Moscovici qui disait oui, la France sera le seul pays. On va en parler. Non. Non, je veux pas après. Et alors, bon, déjà, c'était lui qui a fait le CICE, et donc la bascule CICE de 2019 qui nous coûte 2 points de dette sur PIB, c'est gonflé. Non, 1 point, pas 2 points, 1 point. Oui, mais en fait, c'est 1 point parce que ça va nous faire monter d'1 point, mais on aurait dû baisser de 2 points, et on aurait dû baisser d'1 point, donc le différentiel, il est de 2 points. Et donc, tout ça pour dire que sur le déficit, pareil, les gens sont quand même, on voit partout dans le monde, des politiques budgétaires qui sont bien plus accommodantes ou bien moins. On est OK avec 3% de déficit, alors qu'on devrait en effet, vu les niveaux de croissance nominale, être plutôt avec beaucoup moins de déficit public. La moyenne d'ailleurs en zone euro est plutôt autour de 1% de déficit public. Donc, d'un côté, Bruxelles et Pierre Moscovici nous rappellent qu'on n'est pas des très bons élèves, mais en même temps, on n'a jamais été en dessous de 3%. Et on pourrait nous applaudir parce qu'on va faire 2 années de suite. Et ça, on ne l'a pas vu depuis, je sais pas, depuis peut-être 2004, 2005, je me souviens plus, 2006, 2007. Oui, c'est ça, depuis Breton en fait, depuis Thierry Breton. On n'a jamais été sous 3%, donc il n'est pas un peu gonflé de venir nous dire faut en faire encore plus. Le déficit structurel, alors ça parle à personne. Le déficit structurel, c'est la baisse en gros du déficit en dehors des aléas conjoncturels, parce que quand la conjoncture est meilleure, il y a plus de recettes fiscales, ça fait réduire le déficit. Il abuse pas un peu quand même, Pierre Moscovici. Moi, je trouve surtout que vision malthusienne quand même des choses. Si vous voulez, on est dans un moment très intéressant pour la zone euro, puisque pour une fois, on s'est rendu compte que l'euro était une monnaie politique et qu'elle nous permettait de nous différencier des États-Unis et du dollar, qu'elle nous permettait d'être attractifs vis-à-vis du Brexit et de la livre sterling, et que la Chine n'étant pas prête, on a un boulevard devant nous pour faire des choses. On a des leaders politiques, et une fois que la situation en Allemagne sera stabilisée et que l'Italie aura passé ses élections, qui veulent ensemble avancer sur l'innovation, les énergies renouvelables, etc. D'avoir les démons du passé, les recettes de Williamson de 89, nous dire attention, le déficit, alors que tout le monde, je vous rappelle qu'on parlait du président Trump avant, il y a une politique budgétaire pro-cyclique qui est en train de se mettre en place aux États-Unis. Ils n'ont pas besoin de relance aujourd'hui. Ils sont en train de faire 1,5 milliard. Donc 1,5 milliard. Voilà. Et donc du coup, ça fait un peu bizarre de revenir avec les recettes alors que tout le monde est OK pour le faire, mais doucement, pour ne pas tuer cet effort notamment de rebond industriel et de rebond d'innovation dont on a tous besoin. On a des États entrepreneuriaux. Donc il n'est pas utile en France de faire des économies supplémentaires. Si, mais il ne faut pas être plus royaliste publique. Que le roi. Mais si on a du fait du retour de la croissance en France, il y a plus de recettes fiscales, ça réduit mécaniquement, automatiquement le déficit. Pourquoi
faire plus de tours de vis Moi, je sur pense les qu'il faut pas dépenses, faire plus. sur la dépense publique, ça casserait la croissance. Mais c'est ce que nous demande de faire quelque part Oui, mais Bruxelles. parce que bien sûr, il est dans son rôle. Si vous voulez, la zone euro a remplacé la confiance par des règles pendant 10 ans. Et donc forcément, on est en effet trop. Donc on n'est pas à cheval drogué sur à la les- dépense publique, même si on a 57% En de France, on a un sujet avec la dépense publique. quand même. Bien sûr, mais on est dans un monde qui bouge et où on se rend compte que la plupart des gros pays sont en train de renforcer le rôle de l'État entrepreneurial. C'est la première fois qu'en Europe, on parle d'une agence de l'innovation commune sur la défense, qu'on parle de DARPA européen. C'est la première fois qu'on se rend compte que les infrastructures critiques, notamment dans le monde du numérique, c'est quelque chose où il faut un État actionnaire de long terme. C'est la première fois qu'on se rend compte que la transition écologique, ça coûte de l'argent et ça coûte d'avoir un État fort qui se mette dans l'accompagnement du risque. Et donc, les Américains le font, les Chinois le font, les gros pays émergents le font, tous. Pourquoi l'Europe ne le ferait pas alors qu'on est dans un moment où on trouve ça? Est-ce que oui, on a trop abusé, on n'a pas assaini à temps avant que tout le monde se mette dans ce rôle-là? Oui, mais aujourd'hui, essayer à tout prix de baisser des déficits et de recréer des vulnérabilités et une entropie dans la zone euro, c'est peut-être pas le meilleur timing. Qu'on le fasse doucement, oui. Qu'on le fasse plus vite que les autres, à un moment où on a Trump, Poutine, Xi, Erdogan, C'est peut-être pas le bon timing. c'est pas malin. Bon, l'Europe va mieux, vous le disiez, Oui. mais l'Allemagne, et vous le disiez aussi, connaît une crise politique quand même inédite depuis la Seconde Guerre Elle est mondiale. surprenante, ouais. Et Depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis Non. Schröder. non, mais il y a toujours eu des Je sais que coalitions. Schröder est âgé. Non, mais depuis, il y a toujours eu des coalitions. Et là, on n'arrive pas. Il y a une vacance du pouvoir. Elle est chancelière en charge des affaires courantes aujourd'hui, Angela Merkel. Cette impasse politique, pour l'instant, encore une fois, les marchés nous disent c'est pas grave, ils trouveront une solution. Là encore, ça vous surprend pas? Au-delà du DAX qui a baissé hier de 1%. Bah oui, mais et qui ce matin l'économie est encore dans le allemande, en rouge. rythme annualisé aujourd'hui, l'économie allemande est à 3% de croissance. Ils sont au plein emploi, ils bénéficient, c'est un des plus gros pays exportateurs au monde. C'est-à-dire l'étude que vous avez montrée tout à l'heure Je la sur remontre. le commerce mondial. Game of Trade. Voilà, c'est ça. On parle de la reprise du commerce mondial en valeur et en volume cette année. Après, on a perdu 3 000 milliards de dollars de commerce mondial dans le monde et on est en train de les récupérer à horizon 2018. Donc on a un retournement de situation. On a un commerce mondial qui contribue à un demi-point de croissance mondiale. Qui gagne de ça? L'Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, elle a plusieurs centaines de milliards d'exports pratiquement additionnels qui lui viennent de la reprise de ses partenaires européens, de la Chine et des États-Unis qui ont une certaine croissance. Donc, si vous voulez, l'économie allemande va plutôt très bien. Après, elle est bicéphale. L'économie domestique, elle, est paupérisée. Elle a des sujets, mais bon, c'est trop compliqué. Et donc, je pense que oui, on peut, si vous voulez, on peut donner un petit peu plus de temps à la chancelière Merkel qui, dans l'inconscient collectif des Allemands, est la confiance incarnée. Elle fait ce qu'elle dit ce qu'elle fait. Clairement, ce n'est pas une créative, elle n'a pas brillé par les réformes et on le lui reproche, notamment sur la fiscalité. On lui dit attention, tout le monde est en train de baisser les impôts sur les sociétés, les Allemands doivent faire la même chose. On lui dit attention, on a détricoté une partie du modèle social, mais il faudrait peut-être le retricoter sur les salaires minimums et sur la retraite. Elle a fait des choses quand même. Elle a fait des choses, mais c'est vrai que, notamment en termes de leadership européen, etc., c'est peut-être qu'elle a été un peu en retrait. Et là, il y avait une lune de miel avec l'élection du président Macron et que c'est vrai que c'est un sacré caillou dans la chaussure. Donc Lindner, le libéral qui a dit « moi je ne veux pas me mettre dans cette coalition », surprend un petit peu. Il y a 3 options possibles. La première, c'est un gouvernement minoritaire, ce qui serait la première fois en Allemagne. Ce que ne souhaite pas Angela Merkel. Non, parce que dans ces cas-là, vous ne pouvez rien faire passer. Voilà. Et ce n'est pas la stratégie allemande, notamment sur les gros sujets de soutien Elle inconditionnel européen. Elle souhaite plutôt de nouvelles élections, mais ce n'est pas le scénario que préfèrent les marchés. Ça. Non, parce que les nouvelles élections, forcément, il y aura une partie du vote libéral qui ira vers les conservateurs, vers la CDU, et il y aura une partie qui ira vers l'AfD. Ouais. Parce que le SPD, donc le Parti Socialiste, lui, il est clairement hors jeu. C'est-à-dire Schulz n'a pas réussi à attirer foule. Et donc elle sait qu'elle aura certainement une frange extrême avec laquelle elle va devoir, qui sera son premier parti d'opposition. Et donc elle ne veut pas avoir ce type de discussion, notamment sur les sujets de sécurité intérieure de l'Allemagne. Oui. Mais clairement, aujourd'hui, c'est quand même le scénario le plus probable. Le dernier scénario dont on ne parle pas, c'est la succession. C'est-à-dire qu'il y a une des raisons pour lesquelles la coalition ne se fait pas et pour lesquelles la CDU a dû faire coalition à 3 partis, 4 si on compte la CDU-CSU, cette fameuse coalition jamaïque, c'est parce que la chancelière, il y a une fatigue autour de la chancelière, ça fait 12 ans, on ne veut pas 16 ans. Et malheureusement, elle est très mauvaise au succession planning, c'est-à-dire qu'il n'y a personne en dessous. Le premier qu'on voit dans la CDU pour la remplacer, c'est Jens Spahn, qui serait un peu le Macron ou le Kurz, c'est le jeune, mais il n'est pas vu comme quelqu'un de crédible. Et donc c'est vrai que moi je pense que la chancelière va rester, que c'est une très bonne nouvelle pour l'Europe, et qu'en effet, elle devra, comme nous,
gérer un parti centre avec des extrêmes qui seront sa principale force d'opposition. Et c'est pour ça que les marchés acceptent ça avec une complaisance de situation. Bon, avant de se quitter, on a eu hier soir le compte-rendu des minutes de la Fed. On a compris que la hausse de taux sur la prochaine réunion du 12-13 décembre, ça c'était acquis, mais c'est pas très grave. Par contre, on a eu des membres qui n'excluent pas une nette chute du prix des actions. Est-ce que ce n'est pas un signal à prendre au sérieux quand ça vient d'un banquier central qui dit ça? Parce que tous les investisseurs ont en tête, mais là… Si vous regardez le marché action américain cette année, il a commencé sur les chapeaux de roue parce que la croissance attendue qui justifiait le mode de prise de risque était de 4%, 4,5% en nominal. Et en fait, au final, on va finir l'année autour de 3% en nominal, donc 2,2% en réel pour la croissance américaine. Et donc les marchés ont corrigé, notamment sur l'obligataire, ils ont très peu corrigé sur les actions. Alors, sur l'obligataire, ça n'a pas tant corrigé que ça. Un petit peu, il y a quand même du scepticisme sur les bons au trésor américains qu'on n'aurait pas dû voir vu les annonces de Trump, quoi. Et sur les marchés actions, moi je pense, après nous on pense qu'il y a un choc d'offres, un choc technologique, notamment sur la valorisation des entreprises qui sont listées. On a une situation très exceptionnelle où on a des entreprises, notamment de la tech, qui ont un niveau de cash sur leur bilan incroyable. Donc ça justifie les niveaux de valorisation? Je pense qu'il y a encore une politique de dividendes au niveau des boîtes qui en a encore sous la pédale et qui soutient les titres. Parce que, il y a aussi le rachat d'actions, on en parle d'ailleurs. Le share buyback, ces revolutions, elles sont typiques de quelque chose qui est inquiétant. C'est-à-dire qu'on a des boîtes américaines… Enfin. Non, mais inquiétant au sens… De toute façon, moi, c'est un optimisme avec une certaine critique, c'est-à-dire on ne peut pas en début d'année 2017 dire que ça va péter et maintenant dire tout va bien, ça serait complètement naïf. Mais sur les marchés américains, clairement, on a des entreprises qui sont très endettées, notamment dans les télécoms et l'énergie, et qui ont aussi beaucoup de cash. Et donc au lieu de se netter, c'est-à-dire de faire dette moins cash sur fonds propres pour avoir des ratios d'endettement net qui seraient acceptables, ils préfèrent continuer d'avoir du cash et de la dette. Et c'est pour ça que le président Trump avait dit on va permettre l'amortissement la première année, on va arrêter l'inversion fiscale et on va faire revenir les investissements. C'est pour ça que dans son plan, il veut inciter les entreprises à revenir. Il n'arrive pas à le faire. Et donc, qu'est-ce que font les entreprises américaines qui n'ont pas de destination d'investissement? Elles se reluent. Et les marchés actions sont en train de pricer ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison d'attendre une politique de dividendes différente à horizon de 2-3 ans. À horizon 2 ans, des grosses entreprises américaines listées. Et donc, il est vrai plutôt… le vrai sujet, donc c'est pour 2019. En termes de croissance économique mondiale. Moi, j'aime pas les années en neuf parce qu'elles sont… oui, parce que c'est des années qui sont généralement des années pivots sur la géopolitique. Et donc, je m'inquiète de ce ralentissement américain, de comment ça va être géré. Parce que là, ce qu'on explique dans le rapport, c'est qu'il y a moins de protectionnisme cette année que l'année dernière. Mais en revanche, il est très concentré depuis les États-Unis et notamment vers la Chine. On explique qu'il y a le protectionnisme financier, des asymétries de régulation. Il y a des sujets autour des conditions monétaires qui sont très bonnes aujourd'hui, mais qui pourraient très vite valser si le dollar reprenait un peu de la vigueur. On regarde aussi la géopolitique et on se dit, OK, aujourd'hui, il n'y a pas de risque à horizon 2018. Mais dès qu'il y a une des grandes… Parce que les 3 grandes économies vont bien. Ouais. Dès qu'il y en a une… Ce qui n'arrive pas toujours. Exactement, c'est la première fois depuis 2010. Donc aujourd'hui, on se dit, dès qu'il y en a une qui ne va pas aller bien, et cette fois-ci, ça risque d'être les États-Unis, on pensait vraiment que la prochaine crise serait chinoise, et au final, ils arrivent de façon très hétérodoxe à porter la croissance chinoise et à la transformer en une croissance de consommation. Donc la prochaine crise, ce ne sera pas chinoise, mais américaine, selon vous? Oui, et encore une fois, ce ne sera pas une crise de type 2008-2009, ce sera plutôt une crise du type milieu des années 90 ou fin des années 2000. Donc moins grave. Moins grave, oui. En revanche, c'est une crise qui est non négligeable parce qu'elle va secouer un petit peu les marchés et qu'elle va secouer notamment sur le commerce mondial. On dit, là aujourd'hui, on a moins de mesures protectionnistes, mais aussi parce que les gens n'ont pas envie d'être trop protectionnistes. Alors qu'on avait en 2014, 2015, 2016, on avait 1800 et 700 nouvelles mesures protectionnistes parce que il n'y avait pas assez de croissance, il n'y avait pas de croissance assez rapide et donc les gens, par peur, fermaient les frontières. Là, il y a de la croissance, donc les gens les réouvrent un peu, mais dès qu'il y aura un pays qui sera un peu plus faible, on va les refermer de nouveau parce qu'on va avoir peur que le dollar cause des turbulences sur les marchés d'échange, notamment les monnaies émergentes, moi, me font peur.
J'étais en Turquie, en Russie au cours du dernier mois. Je peux vous dire que les politiques publiques prises par ces pays et les stratégies de substitution d'imports, etc., sont portées à bout de bras par les hommes politiques forts de ces pays, mais n'ont pas de force de marché. Ils ont complètement tordu, si vous voulez, les forces de marché extérieures. Et ça, c'est pas très bon, notamment pour les gros émergents. On finit là-dessus, mais si le PET économique survient en 2019, on sait que les marchés ont toujours un temps d'avance, ça veut dire que ça pourrait impacter les marchés s'il y a un repricing du risque, pour le coup, dès 2018. De toute façon, on va regarder ça avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, la courbe des taux est plus plate que plate. La courbe ce qui en général n'est pas un bon signal. Non, parce que ça veut dire qu'on ne sait pas pricer le risque, c'est-à-dire qu'on n'est pas conscient qu'un horizon de risque différent a un prix différent. Et donc ça, c'est. Mais la courbe de Phillips, c'est aussi plate. C'est-à-dire que ce qu'on explique et la raison pour laquelle il y a encore 6 mois, on a une reprise en L. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, les cycles normalement, c'est une belle sinusoïde. Alors que là, on a eu un énorme choc. On s'est repris parce qu'on a tout de suite mis la planche à billets et la reprise budgétaire et monétaire, pardon. Et du coup, on a une reprise en L. Donc, elle est très plate, cette reprise. Et la question, c'est est-ce qu'une reprise plate, ça veut aussi dire qu'on va avoir de nouveau un cycle très plat, c'est la stagnation séculaire. Nous, ce qu'on voit là, c'est qu'on a un petit peu plus de cycle normal, c'est-à-dire qu'on revoit de l'inflation, on revoit du risque. Mais la vraie question, c'est que ça n'a quand même pas la tête des cycles d'avant. Et la raison pour laquelle, les raisons pour lesquelles ce cycle est un peu différent, c'est l'emploi. Il y a quand même quelque chose qui se passe sur l'emploi, et d'où cette histoire sur l'inflation. Mais il y a aussi quelque chose qui se passe sur la mondialisation. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude que nos cycles soient en même temps. Si on a un découplage à horizon 2019, est-ce que les marchés financiers vont savoir égaliser la chute de croissance américaine et puis une croissance européenne qui va bien? Ça, c'est une vraie question. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop. Et donc moi, je m'attends, la complaisance des marchés sur le risque politique, des valorisations des marchés actions qui sont très élevées, c'est super, c'est euphorique. Mais forcément, tout ce qui monte redescend un jour. Et la question, c'est avec quelle force ça va redescendre. Aujourd'hui, nous, on est plutôt sur une pente qui est gérable. Mais bien sûr, vous voyez un peu les égos qu'on a autour du monde aujourd'hui. Ça pourrait très bien partir à dame très vite. Bon, voilà. Et juste, on finit là-dessus. Pourquoi le clin d'œil à Game of Thrones, Game of Trade dans parce votre dernier rapport parce que c'est les 7 royaumes, parce qu'on est dans un monde complètement balkanisé. Il y a une fragmentation folle. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se mettre autour de la table pour décider des choses. Le G20 en Allemagne n'a pas vraiment adressé les problèmes de protectionnisme. On a ce protectionnisme financier. 3 zones, une zone dollar, une zone euro, une zone renminbi. On ne se parle pas des vrais sujets. Encore une fois, on a des banques centrales des marchés émergents qui sont obligées de mettre en place des facilités en dollars parce que le régime des échanges flexibles ne suffit pas à égaliser les besoins entre actifs et passifs financiers de ces pays. Donc, on est dans une approche où c'est quand même les gros bras qui font la loi. Et donc, on dit sur le commerce mondial, on a une petite alliance qui se fait parce qu'il y a un petit peu de croissance. Le jour où il y a un petit peu moins de croissance, on va aller en guerre pour des bouts de ficelle. Et donc on fait ce clin d'œil à Game of Thrones en disant, regardez comment les hommes sauveurs ou le président Macron qui remet la France d'aplomb, les attentes sur la chancelière Merkel. Ce serait qui d'ailleurs Macron dans la série? C'est Jon Snow pour nous. Parce qu'on le met avec Khaleesi, on le met avec la chancelière, donc la chancelière serait. D'accord. Voilà. Mais bon, on est clairement conscient que Cersei Lannister, c'est Donald Trump, et donc on fait attention à ce qui se passe de l'autre côté. Jamie dans ce cas-là? Alors Jamie, ce serait Mnuchin, le secrétaire. Oui, au Trésor américain. Voilà, c'est ça. Allez, merci à vous. Je ne sais pas si tout le monde peut le télécharger, d'ailleurs, ce truc-là. Oui, bien sûr, c'est disponible sur lerms.com et sur lerms.fr. Growth is coming. Voilà. Signé notamment Ludovic Subran, chef économiste chez Euler Hermès. Merci.